Le 28 novembre 1969, une jeune étudiante de 22 ans est assassinée en plein cœur de la bibliothèque de l'Université d'État de Pennsylvanie. Un meurtre commis en silence, en l'espace de quelques secondes, sans que personne ne voie quoi que ce soit. Plus de 50 ans plus tard, l'affaire Betsy Hartzma demeure un mystère non résolu. Qui l'a tuée et pourquoi ? C'est l'un des crimes les plus troublants de l'histoire universitaire américaine. Cette histoire est inspirée de cette affaire. Elle a été écrite et vous est contée par Madame. Vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir. Betsy fait grincer ses bottes dans la neige. Finalement, le Michigan, c'était pas beaucoup plus froid. D'autant que les murs de l'université d'État sont tout ce qu'il y a de plus austère. On dirait le croisement d'une église et d'une prison. Comme si les âmes que vous étiez censés élever étaient condamnées à errer dans la souffrance ici-bas. Elle exhale un soupir et de la fumée se dissipe dans l'air. Le ciel est dégagé ce jour-là. Un nuage stagne encore non loin, mais il est tout seul, comme Betsy dans l'allée. « Allez Betsy, tu es une bonne étudiante, » murmure-t-elle. « Tu l'as toujours été. Ce n'est qu'un master. » Et sur ces mots, elle avance, en repensant à ce que lui a dit sa mère sur l'écriture et le métier d'enseignant. Betsy est une passionnée de littérature anglo-saxonne et elle aimerait en faire son métier. Mais sa mère, qui est terre à terre, tente encore de l'en dissuader. « Finis tes études », qu'elle lui avait dit avant de partir. « Et après on en reparlera. L'argent, ma fille, c'est ton premier devoir. Pas Steinbeck ou Hemingway. » Betsy est une gentille fille, avec tout ce que l'adjectif comporte de noblesse. Elle est souriante, polie, avenante. Elle attire les regards, ça pour sûr, avec ses belles hanches et ses yeux si pétillants de vie. Intelligente, elle l'est. Mais que peut un esprit studieux dans un monde si implacable ? Après le monde académique, il y aura l'entreprise, les obligations du mariage, les enfants et tout le reste. Elle secoue la tête pour ne pas y penser et rentre se mettre au chaud. Il y a une fille un peu replète adossée sur un mur. Elle doit avoir un gras double parce que le mur est si froid. Dès que leurs regards se croisent, il y a comme un coup de foudre amical. La dénommée, Marie, se décolle péniblement du mur, remet sa sacoche sur son épaule et s'avance vers Betsy, timide. « Salut, je suis Marie. Tes nouvelles ?»« Oui, enchantée, Betsy. Je retape mon année, je suis la seule, tous mes amis sont passés donc je suis bien seule. Comme toi, on pourrait être amis. » Sans qu'elle sache trop pourquoi, Betsy commence à ricaner, puis toutes deux éclatent de rire. Sans doute à cause du stress des études, de ce cadre anxiogène et du franc-parler de Marie qui est comme une bouffée d'air frais. « T'as un petit copain ?» dit tout de go Marie. « Moi j'essaye mais je suis un peu grosse comme tu vois. Et à nos âges, les mecs ont honte de sortir avec une fille comme moi. C'est triste pour eux, parce que moi je suis une fille fun. » Betsy trouve ça tellement touchant comme déclaration qu'elle ne répond pas tout de suite. Oui, j'ai un petit copain, David. Mais il est resté dans le Michigan. Je crois que la distance sera pas facile à gérer. Il est assez jaloux. Mais bon, je suis amoureuse. » Marie pose sa main généreuse sur Betsy et lui dit « Si t'as besoin d'en parler ou si je peux te donner mon avis, tu me dis. Je suis pas toujours fine, mais je peux te promettre de parler vrai. Moi, pour l'instant, je suis jamais tombée amoureuse. Je veux juste un gars pour faire l'amour, quoi. Et sortir au ciné. Le reste viendra après, je suppose. » La cloche retentit, inhospitalière. Elle fait sursauter Betsy. Toutes deux se rendent dans la salle de classe. C'est monsieur Dickwater, le professeur d'histoire de la littérature, qui les accueille. Il est jeune, sans calvitie, le col légèrement ouvert, à la limite du code vestimentaire en vigueur. Il sait qu'il est beau, et ça ressort dans sa gestuelle, mais il a su peaufiner son style au fil des ans et rendre ça plus subtil. Surtout face à un public de jeunes filles. De toute évidence, les quelques garçons de la salle ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas que la concurrence soit écrasante, vu qu'il y a surtout des filles.
Mais un professeur a toujours un statut, une expérience et un avantage concurrentiel certain. Surtout s'il est beau et que son sex appeal est notoire. « Bonjour à toutes », dit-il avant que tout le monde soit assis. « Et bonjour aux quelques hommes qui ont eu la bonne idée de faire un master de littérature. Aucune ironie derrière. Je suis ravi d'avoir 1 ou 2 hommes de plus cette année. » Betsy s'est assise devant. Marie a suivi, mais d'ordinaire elle préfère les derniers rangs. Allez, va pour cette fois. Dick Water pose un regard de feu sur la jeune Betsy. Il s'attarde un peu trop sur elle, mais il relève la tête. Le directeur vient d'entrer. « Restez assis, jeunes gens !» dit le vieil homme. « Je fais simplement le tour des classes. Je voulais vous adresser mes félicitations pour votre entrée et surtout vous souhaiter une année riche en découvertes. Quand vous aurez mon âge, vous regarderez vos années d'études avec une certaine tendresse et peut-être une certaine nostalgie. Je ne vous souhaite pas la nostalgie. Bonne journée, mesdemoiselles. Bonne journée, messieurs, s'il y en a. » Il ressort et la classe commence. Betsy a déjà les batteries à plat. C'est une hypersensible et David, son petit ami, va encore lui demander un rapport complet et détaillé sur sa journée. Que les hommes sont bêtes et fatigants. Ils font les fiers pour conquérir, et une fois la fille dans leur lit, voilà qu'ils perdent la confiance qui les avait fait rugir comme de jeunes lions. Betsy se dit parfois qu'on devrait enseigner les relations sentimentales à l'université, peut-être dans un autre monde ou dans 150 ans. Thanksgiving, la grosse dinde fourrée au marron, la chaleur du logis, la famille réunie. Pour la plupart des étudiants aisés, c'était ça, ou presque. Mais Betsy, elle, est restée sur le campus. Elle veut finir ce devoir de littérature comparée. Derrière le style littéraire des 2 auteurs, tout un monde, la personnalité de l'auteur et finalement ses secrets, son inconscient. Exercice d'érudit, diraient certains. Pas pour moi, diraient d'autres. Mais qu'on le veuille ou non, la littérature peut être une véritable drogue. Pas étonnant qu'on y consacre sa vie et que l'argent, obsession numéro 1 de notre temps, en arrive à être relégué au second plan. Betsy se rend à la bibliothèque vers 16h. C'est vendredi, le 28 novembre 1969. Le bâtiment est imposant, sur plusieurs étages. Betsy descend au sous-sol parce que c'est moins fréquenté. Elle a besoin d'un maximum de calme, et il faut dire qu'elle a un peu de social anxiety, c'est-à-dire qu'elle a besoin de limiter ses contacts sociaux. Les étagères arrivent jusqu'au plafond. Les livres sont poussiéreux, plus qu'aux étages supérieurs. Betsy est là, assise sur une longue et large table en bois. Elle a 3 livres ouverts et son bloc-notes. Mais malgré la concentration, quelque chose la gêne, une lourdeur dans l'air, comme une présence sournoise entre les livres. Elle regarde furtivement sur sa gauche, personne. Sur sa droite, personne non plus. Juste la proximité avec les livres. La bibliothèque est normalement l'endroit intime et cosy où se réfugier. Les livres sont comme un sas de protection contre la bêtise humaine, encore que certains livres exacerbent cette bêtise. Mais tandis qu'elle pose un doigt sur une phrase, tout en prenant des notes de l'autre main, elle voit un mot griffonné en marge. « Tu m'as brisé le cœur, Betsy. » Elle a à peine le temps de lire le mot qu'une douleur vive lui arrache un cri strident. Cri de surprise d'abord, d'horreur à en juger par ses yeux écarquillés, puis la douleur revient, plus forte encore, intolérable, puis le froid. La vie la quitte, déjà. Elle se sent partir par le haut du crâne. Elle voit là son corps étendu. Une silhouette est partie, furtive. Elle remonte les escaliers, sort sans que personne ne l'arrête. C'est son meurtrier. Elle le sait, mais ne peut pas le dire. Derrière la rangée de livres, des étudiants se redressent sur leur séant. Ils ont bien entendu le cri, mais restent de marbre. On prête l'oreille, on se regarde, on ne réagit pas tout de suite. Étrange comme l'homme en groupe se retrouve pétrifié comme ramolli. S'il n'y avait eu qu'un seul étudiant, peut-être aurait-il réagi tout de suite. Mais là, c'est comme si chacun attendait qu'un autre fasse le premier pas. Qu'auriez-vous fait, vous ? Finalement, une jeune fille se lève,
fait grincer sa chaise sur le parquet, ce qui semble réveiller un autre étudiant. Ils vont tous deux regarder dans les allées de livres. La première ne révèle rien d'anormal. Mais un peu plus loin, il voit Betsy, étendue au sol, les yeux ouverts. Elle ne bouge plus. Il pense à un malaise, parce qu'il n'y a pas de sang visible. Pris de panique, la jeune fille remonte à l'étage, croise un employé de la bibliothèque et lui dit d'appeler les secours. Fait étrange, très étrange, 2 autres types viennent juste de dire à cet employé qu'une fille a besoin d'aide au sous-sol, avant de disparaître dans la foule. Qui étaient-ils? Leur identité n'a jamais été confirmée. Aucun témoin ne semble les avoir formellement identifiés après leur signalement. Les a-t-on revus? Non. Ils ont disparu avant que quiconque puisse les interroger. Ils ne se sont jamais manifestés, ce qui soulève des questions. Sont-ils suspects? La police ne les a jamais désignés comme des suspects. Pas comme les suspects principaux du moins. Mais leur départ précipité intrigue. Ont-ils fui par peur ou par culpabilité? Avaient-ils vu l'agresseur? Craignaient-ils d'être impliqués? L'absence de description précise rend leur rôle dans l'affaire très ambigu. S'ils étaient seulement des témoins, pourquoi ne pas être revenus après coup pour témoigner? Les secours arrivent. La police se fraye un chemin dans l'assemblée des curieux. Le prof d'histoire de la littérature est là, la tête baissée, abattu. Le directeur demande à tout le monde de reculer. « Reculez, reculez, s'il vous plaît !» Personne ne réalise à ce stade que Betsy vient d'être assassinée. Un voile morbide semble tout recouvrir dans la bibliothèque. La mère de Betsy et le reste de la famille n'arriveront que plus tard. Le temps de faire la route. Le corps de Betsy est allongé sur un lit incliné. Il est trop tard, son corps est sans vie. « Elle a été poignardée en plein cœur », dit le médecin dans le couloir. Le coup a été chirurgical, si chirurgical qu'il n'y a pas eu de sang à l'extérieur, pas d'hémorragie visible. « A priori une lame fine et longue », demande l'inspecteur. « Qu'en pensez-vous » ? « Oui, inspecteur, c'est bien possible. Vous l'avez trouvée à la bibliothèque ?»« Je ne peux pas vous en dire plus, monsieur. L'enquête est en cours. »« Merci. On va faire venir un médecin légiste, un de nos gars. » L'inspecteur prend quelques notes, puis se demande comment un meurtre peut-il avoir lieu dans une bibliothèque sans que personne ne voie le meurtrier. Quant au mobile, difficile d'entrevoir une piste. D'expérience, il sait quand une enquête s'annonce bien, mais celle-ci sent le roussi dès le début. Est-ce un crime passionnel? Il regarde à travers la fenêtre. L'infirmière vient de refermer les yeux de Betsy. Elle s'approche de la vitre, sourit aimablement au policier et rabaisse le store. Mais le policier reste là, le regard vide. Cette fille n'avait que 22 ans. Va falloir parler aux parents. Ça, c'est le plus dur. Que faut-il leur dire? Désolé, messieurs, dames, mais il semblerait que la plus gentille fille à des kilomètres à la ronde vient de se faire tuer et qu'on n'a aucun suspect et qu'on n'en aura peut-être jamais. À croire qu'être une gentille fille, ça attire les problèmes. L'inspecteur de la Pennsylvania State Police avale sa salive. Il a un goût de dégoût dans la bouche. Presque envie de vomir. Oh, il a vu des corps mutilés, des bébés noyés, à moitié brûlés, ou des fillettes lacérées après avoir été violées. Mais il ne sait pas pourquoi cette affaire le remue un peu plus. Peut-être à cause de la ressemblance entre Betsy et sa propre fille, elle aussi à l'université. Elle aussi adepte des heures extra passées à la bibliothèque. Elle aussi studieuse et disposée à rendre son père fier. Qu'allait-il dire au père de Betsy? Rien que d'y penser, il en a le vertige, comme s'il annonçait à lui-même la mort brutale de sa propre fille. L'inspecteur a fait fermer le sous-sol de la bibliothèque, mais un peu tard. Il rejoint son équipe et participe aux fouilles de la bibliothèque. C'est une première pour lui. Jamais les livres ne lui avaient paru aussi hostiles. Et quand il lirait son roman le soir venu, pour décompresser, il repenserait à cette rangée de bouquins. Oh, ils ont tout vu, mais les livres resteront à jamais des témoins muets, si seulement les objets pouvaient parler. Soudain, l'inspecteur
George Mayer explose. « Bordel de merde! C'est pas possible d'être aussi con !» Il fait référence à la scène de crime qui a été contaminée. Les étudiants et le personnel ont continué à circuler sans savoir qu'un meurtre venait de se produire. Le verdict vient de tomber. Aucune empreinte n'est exploitable. Aucune. Sans parler des témoins, car personne n'a directement vu quelqu'un ou quelque chose d'utile à l'enquête. Il y a un indice cependant. L'inspecteur s'y accroche comme un naufragé à une grosse planche de bois. Le témoignage des 2 jeunes hommes qui ont alerté l'employé. Il ne le sait pas encore à ce stade, mais ces jeunes ne seront jamais identifiés. Et puis il y a cette phrase « Tu m'as brisé le cœur, Betsy ». Faudra analyser l'écriture, mais bon, autant chercher un grain de sel dans le sable. Les jours passent, plusieurs suspects sont interrogés, dont des camarades de classe, des professeurs et même son petit ami David, qui se trouvait à plus de 300 km de l'université le jour du crime. Aucun mobile clair, aucune preuve tangible. L'enquêteur assiste à tous les interrogatoires. Il veut s'assurer qu'on fasse pas de bavure. Mais les jours passent et la famille entame son deuil. Il repense à la réaction de la mère, qui n'a pas eu la force de dire quoi que ce soit. Quant au père de Betsy, il a juste échangé un long regard. Jamais l'inspecteur n'avait regardé un autre homme dans les yeux, pas comme ça. Et bien que l'inspecteur Mayer en ait fait une affaire personnelle, l'enquête s'enlise. Avec le temps, plusieurs théories émergent. Un crime opportuniste, un tueur ayant suivi Betsy sans raison apparente. Un meurtrier connu d'elle qui aurait attendu qu'elle soit isolée. Une vengeance liée à une relation secrète ou à un conflit ignoré des enquêteurs. Mais en l'absence de preuves ADN, nous sommes en 1969, ou de nouvelles pistes, l'affaire demeure un mystère. L'assassin n'a pas laissé son arme sur les lieux, preuve qu'il avait tout planifié. Ce n'est pas un crime impulsif de toute évidence, mais l'œuvre d'un esprit méthodique qui tue avec précision et de sang-froid. Il n'a pas tué par amour ou par jalousie incontrôlable, mais par obsession. C'est un vrai tueur. Il traque sa victime sans doute depuis des mois, étudie ses habitudes, anticipe chaque détail. Peut-être un étudiant, lui aussi, un visage anonyme parmi la foule du campus, quelqu'un qu'on oublierait facilement après l'avoir croisé. Un caméléon qui n'agit peut-être pas seul dans la préparation. Quelqu'un, un confident, un manipulateur dans l'ombre, l'a peut-être encouragé, poussé à franchir la ligne, à succomber à ses vils instincts. Peut-être. En tout cas, le tueur est prêt à recommencer. Il a pris goût à la chose. Cet homme est toujours dans le coin. Cette fois, il mange un sandwich au thon sur un banc du campus. Il aime bien observer les merles. Mais quand les étudiantes traversent avec leurs petites jupes et leurs pas élancés, il n'a Dieu que pour elles. Oh, il a vu une fille un peu grosse pleurer à chaudes larmes. C'était sur l'autre campus, de toute manière. Maintenant que la police grouille là-bas, il faut pas y aller. Faudra attendre avant d'y retourner. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. Revivre le meurtre a quelque chose d'enivrant, comme l'acquisition d'un pouvoir supplémentaire, celui d'un dieu implacable et mangeur de femmes. Terrible méandre dans cet esprit malade. Quel gâchis d'humanité. L'humanité, parlons-en, puisqu'il y a eu un avant et un après Betsy. Cet homme a l'impression qu'il lui en faut une autre, et vite. Mais aujourd'hui, il observe. On ne prête pas vraiment attention à lui. Il n'est ni beau, ni moche, ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, ni nanti, ni pauvre. On dirait un meuble. Il a la faculté, depuis tout petit, de passer inaperçu. Il s'est senti ignoré par sa mère et son père, par le monde entier. Et cette faiblesse est devenue une arme redoutable. Il plonge une main dans sa poche, en ressort une photo. On voit Betsy dessus. Il l'a volée à l'université, cette photo. C'est son trophée. Il la place dans sa poche intérieure. Ses doigts touchent une lame fine et longue,
encore maculé du sang de Betsy. Il frappe au cœur. Ce n'est pas du hasard. Il envisage d'écrire à la police, mais il cherche encore son nom d'artiste. Peut-être le pince-cœur. Ou le bourreau des cœurs. Non, ridicule. Il n'est pas satisfait. Peut-être que la presse le devancera, quand ils commenceront à faire le rapprochement entre tous les meurtres. Même modus operandi. Un terme verra le jour, serial killer, un stéréotype aussi, une expression créée par l'agent du FBI Robert Ressler de Quantico dans les années 70. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens adoreront l'idée. Ils en redemanderont, comme une fièvre qui gagne la foule et continue à ce jour. Le prédateur sort une cigarette, l'allume et envoie des volutes dans l'air. Il vient de la voir, la jeune blonde. Oh, elle est en retard, les cheveux au vent. Elle marche vite. Mais dans sa tête, à lui, chaque pas s'étire. C'est comme du slow motion. Il voit les plis de sa jupe se soulever. L'ondulation est hypnotique, comme les vagues sur le rivage. Le rivage ferait un bon terrain de chasse. Mais pour l'instant, c'est les campus universitaires. Il sent presque son souffle court, pressé. Il devine l'odeur de son shampoing. Ça, c'est pas une hallucination. Un détail infime, presque ridicule, et pourtant, il sent que ça le consume. Il en oublie de fumer et finit par se brûler. Un merle se pose sur la table où il est adossé. L'oiseau prend une miette de son sandwich et reprend son vol. Le merle, ça pourrait être ça son nom. Furtif, il se serre, puis il s'envole. Un jeune type approche. Il jette sa cigarette et se tient sur ses gardes. Le gars a pas l'air bien, le teint blême. Il relève la tête et voit dans les yeux du gars une profonde tristesse. Oh, il n'a pas dû beaucoup dormir celui-là. En témoignent les cernes profondes. « Bonjour, » dit le gars. « Je suis David Wright, je sensibilise les gens au meurtre qui a eu lieu il y a quelques semaines. Betsy Hartma, t'en as peut-être entendu parler ?» David lui tend une photocopie sur laquelle on voit Betsy, sa petite copine assassinée. C'est la photo que Betsy avait donnée à l'université. L'inconnu reste un moment à regarder le portrait. « Si t'as vu quoi que ce soit, tu peux me contacter à ce numéro. » Il prend la carte de visite qu'il lui tend, mais reste à regarder le portrait jusqu'à ce que David replie la feuille. « T'as pas une cigarette pour moi ?» L'inconnu plonge sa main dans sa poche intérieure, touche la lame et la photo de Betsy, puis en ressort un paquet de cigarettes. Il est lent dans ce genre de situation, très lent, presque impotent. Il agite le paquet gentiment, une cigarette sort du lot et il tend le tout à David. David prend une cigarette d'une main fébrile. Il n'a rien mangé aujourd'hui. David le remercie d'un hochement de tête et s'éloigne. À croire que la tristesse de David et la haine de l'inconnu s'étaient attirées mutuellement. Pas de tueur sans victime, pas de victime sans tueur. Encore qu'il y avait une autre vibration derrière la tristesse de David. Le tueur, dont l'identité ne sera jamais révélée, ressent du désagrément soudain. Derrière la tristesse de David, il a ressenti un amour vrai. Oh, certes, David était jaloux, mais amoureux de Betsy, et ne savait simplement pas gérer son amour. Comment peut-on encore l'aimer, se dit le tueur, elle qui est enterrée et pourrissante à souhait. La colère monte, sourde, il serre la mâchoire. Pour un tueur, l'amour et la tendresse sont intolérables. Il a presque envie de se ruer sur David, maintenant qu'il y pense, de le planter dans le dos, ni vu ni connu. Mais un groupe d'étudiants arrive, et David disparaît, à la faveur des arbres. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir des thrillers à couper le souffle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.